Face à le Chypre aujourd'hui, il y a Jean-Marc Daniel et ce sera le cas toute la semaine. Bonjour messieurs, on va revenir sur l'entrée en vigueur de la loi Rixain. 30% de femmes dans les instances dirigeantes. À partir d'aujourd'hui, c'est obligatoire. Ce sera 40% d'ici 2029. On en pense quoi, Emmanuel Le Chypre ? Que du mal. On n'en pense que du mal, d'abord parce que c'est une loi qui arrive quand même extrêmement tard. Si vous regardez les chiffres qui ont été publiés la semaine dernière, les 30%, vous les avez déjà dans la plupart des grandes entreprises. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas le cas dans les entreprises de taille plus petite. Oui, et c'est ça le problème. Or, cette loi, elle ne traite absolument pas, finalement, les racines du mal. En gros, on traite le symptôme. OK, il n'y a pas assez de femmes, on en met plus dans les conseils d'administration, etc. Mais la réalité, c'est que les vrais sujets sont pas traités. On n'a pas tout ce qui concerne, finalement, la culture d'entreprise, les promotions, etc. Donc ça change pas grand-chose. Après, c'est quand même un effet, c'est très cosmétique parce qu'en fait... Non, les quotas, c'est pas cosmétique, Emmanuel Le Chypre. Si, c'est cosmétique parce que vous pouvez très bien décider que vous mettez 30 ou 40% de femmes, mais pour autant, est-ce que ça change radicalement leur capacité à influencer le pouvoir de décision? Vous voyez très bien qu'en fonction des postes que vous distribuez, vous pouvez très bien avoir des femmes qui sont sur des fonctions, vous pouvez mettre toutes les femmes sur les fonctions support, RH, RSE, communication, etc. Vous aurez votre quota et vous n'aurez pas pour autant des femmes qui sont vraiment aussi ça dépend combien elles sont dans les instances dirigeantes. Si elles sont plusieurs, ça va commencer à peser. Oui, ça va commencer à peser, mais enfin, encore une fois, vous pouvez contourner ça. Après, les quotas, on connaît tous les limites des quotas. C'est-à-dire que vous créez un sentiment d'illégitimité, fondamentalement, qui est quand même un véritable poison dans les boîtes. L'illégitimité, comment ça ? C'est-à-dire qu'en gros, dès l'instant où vous générez le soupçon que quelqu'un a été promu, non pas parce qu'il est compétent, mais parce que vous êtes obligé de respecter un quota, c'est un poison. C'est un poison, ça nuit fondamentalement à la crédibilité de cette personne et même à celle de toutes les autres. Et c'est pas vrai seulement que pour les femmes, c'est vrai pour toutes les politiques de quotas. Bon bref, la liste est encore longue, je vais laisser parler Jean-Marc, mais grosso modo, franchement, c'est une loi qui sert à rien et c'est une loi qui, pour moi, a même plutôt des effets néfastes que des effets positifs. Jean-Marc, corrigez-moi, Emmanuel Le Chypre, enfin vous êtes pour ? Oui, je suis à fond pour cette loi parce que je pense que effectivement, elle va dans le bon sens. D'abord, elle prolonge une loi qui existait déjà, donc la loi Copé-Zimmermann. Ensuite, elle répond à un rapport, d'ailleurs elle a été faite avant ce rapport, mais elle a été confortée par un rapport qui a été demandé au Centre d'analyse économique sur l'égalité homme-femme, la parité homme-femme. Et donc ce rapport qui a été remis en novembre 2024, dans ses recommandations, était explicite. Une des recommandations, c'était rendre plus contraignantes les politiques de quotas au poste exécutif et d'encadrement. Alors ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'ils disent bien qu'il ne s'agit pas d'aller vers... de ne pas se laisser soumettre à cette critique assez naturelle que vient de mettre en avant Emmanuel, c'est-à-dire il y a un problème d'illégitimité qui a été souligné d'ailleurs par la Cour suprême des États-Unis au moment où elle a examiné les problèmes d'affirmative action, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens, vous êtes là non pas parce que vous êtes compétent, mais vous êtes là parce que vous répondez aux quotas. La deuxième critique d'ailleurs qui est faite aussi, c'est de dire que à partir du moment où on essaie de corriger ça, où on met une sorte de groupe de compétences, on dit on va prendre les gens, les femmes, mais dans un certain niveau de compétence. À partir de ce moment-là, il y a des femmes qui vont être exclues. On va dire, vous n'avez plus à vous plaindre. Vous auriez pu y être. Si vous n'êtes pas là, c'est parce que vous n'êtes pas Jean-Marc, compétent. vous étiez censé défendre la loi. Oui, alors pourquoi je défends la loi ? Parce qu'effectivement, je pense Toutes ces critiques sont très pertinentes. Laissez-le parler. Je pense qu'effectivement, le véritable enjeu, c'est d'appliquer ces quotas sur la base de la compétence. C'est-à-dire que, ce qui dit bien d'ailleurs la loi Rixain, si on la lit, elle dit bien qu'il faut qu'il y ait 30, puis ensuite 40% d'hommes ou de femmes. C'est-à-dire, les hommes sont aussi concernés. C'est-à-dire que ce que met avant la loi, c'est l'idée que la déformation des instances dirigeantes sur la base du genre est contraire aux intérêts de l'entreprise. Et c'est ce que souligne aussi le Centre d'analyse économique. C'est-à-dire que, en se privant effectivement sur des bases qui sont plutôt la connivence, la complaisance, on génère effectivement une sous-productivité au sein de l'entreprise. Et donc, je pense que ça va dans le bon sens parce que ça permet de diversifier les recrutements à condition qu'on l'applique sur la base de compétences. Là aussi, c'est ce que disaient autrefois les anciens. Il faut faire la différence entre l'oligarchie et l'aristocratie. L'oligarchie, c'est un gouvernement d'un petit nombre. L'aristocratie, c'est un gouvernement d'un petit nombre
choisis parmi les meilleurs. Et donc, on doit passer dans les entreprises d'une logique d'oligarchie à une logique d'aristocratie. Je pense qu'au travers de ce type de loi, on a comme résultat de passer vers plus de concurrence en réalité et plus de compétences, et on abandonne la connivence et la complaisance. Toujours la concurrence, c'est toujours ça la concurrence, alors, exactement. Je vais juste revenir sur le rapport du Centre d'analyse économique. Il dit, malgré une majorité de filles parmi les bacheliers et les diplômés du supérieur, les choix d'orientation restent fortement genrés. Les filles sont sous-représentées dans les filières scientifiques et technologiques en France. Et ce sont ces filières qui fournissent, au travers des écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique, l'école centrale, les cadres dirigeants. Et donc, je pense qu'effectivement, ce genre de loi est très utile pourvu qu'elle s'accompagne d'une politique générale de recherche des compétences, y compris les compétences féminines. Emmanuel. Donc on est assez d'accord sur beaucoup de points. Ce que vous soulignez, Jean-Marc, votre dernier point, c'était mon premier point. C'est-à-dire qu'on traite le symptôme, mais on traite absolument pas la cause de ce déséquilibre. Et la cause de ce déséquilibre, effectivement, vous l'avez dit, c'est les choix d'orientation dès le départ, c'est la culture d'entreprise, c'est les contraintes familiales, etc. Et là-dessus, finalement, cette loi, elle ne change pas grand-chose. Et puis alors, cette vision restrictive, moi c'est ça surtout qui me heurte et presque qui me révolte. C'est cette vision, si vous voulez, de la diversité qui est extrêmement restrictive. C'est-à-dire qu'au nom de quoi la diversité, c'est uniquement plus de femmes ou plus d'hommes ou un rapport équilibré entre hommes et femmes. Quand il y a 90% d'hommes, il faut rétablir... Oui, mais il faut aller bien au-delà de ça. D'abord, cette diversité-là. Pas du tout. Le vrai sujet aujourd'hui, et ce que vous montrent tous les travaux académiques, c'est que ce qui compte, c'est la diversité au sens large. C'est-à-dire diversité entre les genres, effectivement, diversité entre les origines ethnographiques, diversité entre les religions, diversité entre validés et handicap, etc. Toutes les boîtes qui aujourd'hui ont une politique de diversité et qui recrutent pour aller chercher des gens qui ont des talents différents, des façons de penser différentes, sont aujourd'hui les boîtes les plus performantes. Et donc, si c'est pour remplacer un vieux mâle blanc catholique de plus de 50 ans par une vieille femelle blanche catholique de plus de 50 ans, je pense qu'on a résolu qu'une toute petite partie du problème. Le vrai sujet, c'est la diversité globale. C'est pour ça que cette loi, je la trouve terriblement has-been, en fait. Non, mais il faut bien voir quand même qu'au nom de la diversité, effectivement, il faut élargir les publics. Ce qui est aberrant, c'est que il y a la moitié de la population sont des femmes et qu'il y a une aussi faible représentation des femmes dans les cadres dirigeants. Sur le constat, Jean-Marc, on est totalement d'accord. Donc tous les outils qui seront mobilisés pour arriver à une amélioration de cette situation, donc tout le monde a intérêt qu'elle s'applique cette loi. C'est-à-dire que tous les outils vont davantage à la fois de justice et de productivité. Et en quoi cette loi résout le problème majeur qui est quand même celui pas vraiment des grandes entreprises du CAC 40, où quand même, globalement, quand vous regardez, on a fait énormément de progrès. Mais qu'est-ce que ça change dans les entreprises plus petites ? Franchement, strictement rien. Il y aura plus de concurrence et plus de compétition. Et voilà, exactement, la concurrence. Et il faut plus de femmes. Je suis désolée, je suis d'accord avec Jean-Marc Daniel. Dans les instances dirigeantes. Mais on discutait pas. Non, attendez, vous avez une vision très perverse. Parce que là, comme si le sujet, c'était est-ce qu'il faut plus de femmes ou pas dans les entreprises. Bien sûr que oui. Le sujet, c'était la pertinence de cette loi. Et cette loi ne sert à rien. Merci beaucoup, messieurs. Vous n'êtes toujours pas d'accord. Merci d'être venus dans ce débat.